Bonjour tout le monde, merci d'être aussi présent et aussi présente pour cette conférence 15h en Seine-Chaillol qui fait partie du parcours du coup des Utopiales. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Si vous aimez les monstres, oui, j'ai envie de dire que vous êtes au bon endroit parce que pendant une heure, du coup, on va parler de monstres et on va parler plus précisément de kaiju. Alors, juste pour préciser avant, cette conférence du coup est présentée par Westham, dont une association qui vise à la promotion de la culture visuelle moderne japonaise duquel je suis membre, et je serai du coup moi-même Yoka, modérateur sur cette conférence. Et j'ai avec moi trois invités à qui je laisserai majoritairement la parole, puisque vous êtes là pour les écouter. Ces trois invités sont du coup, si on les prend dans l'ordre, donc Marvin Ringard, qui va sortir dans les prochains jours un livre qui s'appelle Le Guide du Tokusatsu aux éditions Inis. C'est ça. John Scalzi, donc un auteur américain, qui a sorti aux éditions Atalante La Société Protectrice des Kaiju, et qui est en dédicace juste après cette conférence, ensuite à 16h. Et Julien Cévéon, qui a entre autres fait l'exposition que vous pouvez voir juste ici à ma droite, donc à votre gauche à vous, et qui a aussi coécrit le Mad Movies sur Godzilla. Trois personnes qui s'y connaissent bien en kaiju, qui sont tout à fait adaptées pour vous en parler pendant cette heure. Et je tiens aussi à mentionner, même si elle n'est pas présente avec nous sur scène, Nabashi, qui a aidé à la présentation, à la préparation de cette conférence, de cette table ronde, et qui a fait toutes les petites illustrations en SD que vous pourrez voir à droite à gauche et qui permettent d'illustrer un peu nos propos. Donc déjà, juste un peu, je vais sonder un petit peu la salle avant de laisser la parole du coup à nos trois participants. Qui ici a déjà vu un film de kaiju? Allez, vous êtes au bon endroit. Très bien. Alors pour lancer du coup cette table ronde, je vais déjà poser du coup une première question à chacun de nos trois intervenants, donc la même à tout le monde. Pour vous, un kaiju, qu'est-ce que c'est? Quel est votre rapport au kaiju et pourquoi vous aimez ça? Alors moi, je vais pas sortir la définition comme ça, mais déjà juste de base, qu'est-ce que ça m'évoque un kaiju? Ça m'évoque vraiment une créature un peu, une créature fantastique, certes définie par son gigantisme, mais il y a quelque chose d'assez irréel. Tu vois, il y a un truc vraiment quelque chose de très qui sort un peu des sentiers battus, qui sort un petit peu du réalisme, d'un certain réalisme. Et c'est vrai qu'en plus là, pour la partie gigantisme, il y a ce côté rapport d'échelle, le côté un peu destruction, où tu sais que ce que tu vois, c'est c'est un méchant monstre qui va détruire et tout, mais il y a un côté un peu presque satisfaisant, comme quand on regarde un film catastrophe, où on a envie de voir quand même aussi des catastrophes. Tu vois, il y a un côté un peu fascinant dans ce pouvoir destructeur presque inarrêtable, et tous les designs que ça peut avoir, la dimension fantastique de chaque créature. John? The first and most important question is, can it step on you? If it can step on you, then we're in the area of a kaiju. The other thing is, we always imagine them to be large. We always imagine them to be angry. All of those sorts of things. But I think, sort of existentially, one of the important things about kaiju is they are meant to be metaphors. They are representing something. And that goes all the way back to Godzilla back in 1954. So sometimes it can be very overt, sometimes it's very subtle, but usually there is some relationship between that very large thing that can stomp you and something that we have anxiety about. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses en plus, juste que le kaiju, à la base, c'est une créature qui est liée à une forme artistique particulière, le kaiju ega, dont le mode d'expression, c'est le modélisme et le port d'un costume par un acteur. Donc c'est quand même quelque chose de très différent par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis. On était plus sur la stop motion, par exemple, pour animer les monstres géants. Pour moi, il y a cette forme artistique qui est clé pour comprendre ce qui était le kaiju ega et comment les monstres sont développés après. Je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu là-dessus, parce que, comme effectivement a dit Julien, le kaiju ega, c'est vraiment un style artistique très spécifique. Sur lequel je pense qu'on pourrait revenir un petit peu. Tu parlais de modélisme, on a aussi tout ce côté de personnes dans les costumes.
Ouais, en fait, effectivement, le kaiju, c'est même si voilà, peut-être qu'on verra un petit peu plus tard que ça peut s'exprimer sous d'autres formes, animées ou dessins, mais c'est vrai que c'est quand même un style cinématographique qui est avant tout représenté par quelque chose qui est filmé. C'est quelque chose qui se passe devant la caméra avec des effets spéciaux. Et dans le cas des kaiju, des personnes en costume de kaiju, des maquettes et tout ce qui va être un peu effet pyrotechnie aux alentours pour représenter cette destruction, ce gigantisme. Et ça, au Japon, pour donner le terme, c'est ce qu'on appelle le tokusatsu. Donc vraiment, le tokusatsu, c'est l'art des effets spéciaux. Ce sont les effets spéciaux à la japonaise, parce que effectivement, comme le disait Julien, il y a une espèce de distinction qui se fait entre la vision du cinéma fantastique à effets spéciaux côté américain ou même occidental en général, et celui japonais où pour les Japonais on va utiliser des maquettes, on va utiliser des costumes, alors que côté américain c'est vrai qu'on sera plus dans du stop motion, éventuellement les animatroniques. Et après au bout d'un moment ça va se croiser un peu, évidemment évolution technologique oblige, mais il y a quand même une forme bien liée, bien proche de ce qu'est le kaiju. Il y en a, comme dit Marvin, ça a évolué. Si vous allez voir Godzilla Minus One ce soir, il y aura personne dans un costume. Malheureusement ou pas, là, c'est pas la question, mais en tout cas, personne n'est dans un costume de Godzilla. C'est ça. Là, typiquement, j'ai mis 3 exemples justement de monstres qui sont peut-être des monstres les plus célèbres qu'on peut avoir. Donc typiquement, là, on a le Godzilla qui montre sa tête en haut et avec vraiment quelqu'un dans le costume. On a vraiment là quelqu'un qui bouge ses mains, qui bouge sa tête et du coup, tout est mis à l'échelle. On a en bas à droite Gamera, donc Marvin parlait des effets pyrotechniques, on voit un petit peu le feu, ça brûlait réellement sur le plateau. Ouais, ça, là il était dans un plateau avec une reproduction d'un espace portuaire qui venait d'exploser, donc tout était en flammes et tout. Là c'est la fin d'un film, donc il y a ce côté vraiment le kaiju en plus qui ressort des flammes, donc oui, les costumes sont mis à rude épreuve, on va dire. Et on a Mothra en haut. Alors, je crois pas qu'il y avait quelqu'un dans le costume parce que pour moi, on ne sait pas encore voler. Sauf si quelqu'un nous peut le prouver le contraire. Mais du coup, on est ici sur beaucoup plus quelque chose qui est plus proche de la marionnette ici sur Mothra. Oui, c'est effectivement. Je me rends compte parce que j'ai eu l'occasion un petit peu de discuter avec des gens du public entre l'exposition puis les films qui ont été présentés, et on voit qu'il y a des réactions très étonnantes. Nous, je pense, on a grandi avec le kaiju Ega entre guillemets classique, donc c'est-à-dire c'est une forme artistique avec laquelle on est habitué, qui ne nous amène pas à rire, qu'on comprend pas en dérision, parce qu'on connaît tout le travail artisanal qu'il y a derrière. Et on voit généralement les gens qui ne sont pas du tout habitués en fait à ce travail-là. Il y a un blocage net et absolu. C'est-à-dire que généralement c'est un public un peu plus jeune qui est plus habitué à des effets spéciaux américains, donc beaucoup de numérique, et pour qui ces représentations sont totalement archaïques, sont totalement dépassées. Et on entend souvent un terme, c'est très cheap, alors que c'est absolument pas le cas. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ces costumes, ces décors coûtaient des fortunes à créer, et que notamment l'une des raisons pour laquelle les Japonais ont arrêté de faire ce travail, il y en a plusieurs, mais c'est pour des raisons financières, c'est-à-dire que un film fait comme ça avec des personnes, des humains portant des costumes, évoluant dans des maquettes adaptées par rapport à leur dimension, coûte beaucoup plus cher que faire un film en numérique. Kids these days don't appreciate everything we had to go through to get a kaiju movie. We had to get into a suit uphill both ways in order to make these things happen. But I do think you point out to something which I think is really important, that what works for one generation is not necessarily immediately going to work for another. As you get older, and you understand more about the craft of filmmaking and the craft that goes into this sort of stuff, you can appreciate what has gone into these films to actually make them work and succeed. But there is still always going to be that separation. When you're used to realistic CGI or the variety of forms that that sort of special effect can offer, coming back to looking at something that is obviously, whether or not they intended it or not, is obviously designed
on, by and large, the human form because somebody has to be in the suit. And it makes a huge difference. And my daughter, who was 26, was very much like that. Any movie before like 2005, she's like, it's kind of cheesy. And it's like, it's not cheesy. That's what we had to work with at the time. You don't appreciate it. Juste pour rebondir, effectivement, John parle de quelque chose qui est très important, le réalisme, comme il dit entre guillemets. Et ça m'amuse beaucoup d'entendre parler de réalisme parce que quand est-ce que vous avez vu des monstres géants détruire des villes? Donc la notion de réalisme dans le kaiju me semble totalement dépassée, enfin totalement irréaliste. En fait, il y a presque un paradoxe parce qu'on dit qu'on ne cherche pas le réalisme ou quoi que ce soit. Et en même temps, le fait que d'utiliser des maquettes, de véritables explosions, en fait, finalement, ça ancre ça dans un certain réalisme. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que les nouvelles générations, quand ils vont voir les films de kaiju modernes qui sont en nuage de synthèse, que ce soit américain ou même japonais désormais, on va dire que c'est plus réaliste parce qu'il y a une belle imagerie numérique. Mais en fait, derrière, quand tu reviens à ces histoires de costumes, de maquettes et tout, même dans les productions les plus abouties, les plus pointilleuses, en fait, justement, je pense que pour nous, maintenant, avec notre recul, ce qui est intéressant et ce qui est fascinant, c'est justement la façon dont ils cherchent le réalisme avec ces maquettes. C'est-à-dire que les artifices, on les voit. On voit que c'est un mec en costume, bien sûr. Mais, moi, en tout cas, ce qui me fascine aussi dans ces productions, en plus de la thématique du monstre géant, c'est de voir tout ce travail, cet artisanat autour des maquettes, autour de la mise en scène, pour voir un certain réalisme. C'est-à-dire que quand je vois une explosion, que je vois que c'est vraiment un truc qui a pété à 2 mètres du gars dans son costume de tortue géante, je ressens quelque chose. Pas que je le ressens pas s'il y a un équivalent avec des images de synthèse, parce que voilà, Godzilla Minus One, il le fait les choses très bien, mais il y a un petit truc en plus. Il y a quand même quelque chose d'assez fascinant juste par ce côté fait main réel. Oui, puis l'acteur dans le costume, il devait aussi la ressentir, l'explosion, quand elle était à 2 mètres de lui. Ouais, je pense qu'il devait un petit peu suer. Déjà, il sue parce que le costume, il est lourd. Avec le premier Godzilla, bon, voilà, ça a été galère et après, bon, ils ont amélioré, mais ça reste toujours, faut être costaud, hein, mais oui, avec les flammes derrière, puis d'autres fois avec de l'eau, enfin, il y a plein d'effets pyrotechniques et enfin plein d'effets volumétriques, météorologiques qui s'appliquent au costume, et c'est toujours une galère. Parce que là, Julien parlait un peu plus tôt justement du fait qu'on construisait des modèles entiers. Ça se voit là sur le GIF avec Mosra en haut à droite, où la ville, quand elle est détruite, c'est vraiment, faut vous imaginer qu'il y a des techniciens modélistes qu'on fait une ville globalement à taille humaine. Et du coup, quand il y a une scène de destruction et que les immeubles sont détruits, le modèle est vraiment détruit. Donc si jamais il y a un raté, on peut pas juste faire CTRL Z, on revient en arrière. Il faut reconstruire intégralement tout ce qui a été détruit, ce qui est quand même très compliqué, très long, très cher. C'est un aspect qui me fascine justement dans le Kaiju Eiga, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a une seule prise. Sur les films, les films plus classiques, on peut faire prise 2, prise 3, prise 4. Là, par exemple, si l'acteur s'écrase au mauvais endroit ou écrase le mauvais bâtiment, on arrête tout, le tournage est stoppé. Les techniciens doivent repartir après en boutique, recréer à nouveau tous les modèles et on recommence. Donc ça va mettre plusieurs jours de retard. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et il faut savoir, moi ce que j'aime, c'est le côté totalement masochiste du Kaiju Eiga, c'est-à-dire qu'il y a des artisans qui vont travailler des mois et des mois sur... Ils vont aller à Tokyo, ils vont prendre des photos de tous les buildings qu'ils vont devoir recréer par la suite. Après, ils rentrent en studio, ils commencent à les créer pour les mettre tout au bon niveau, avec les petites fenêtres, avec des fois les petits personnages dedans, avec les signes et tout ça. Tout ça pour que ce soit détruit en 2-3 secondes. Je trouve qu'il y a quelque chose de totalement fascinant dans cette approche. Ouais, moi, je rajouterais juste en fait un exemple. Alors, si je ne me trompe pas de film, c'est dans le Godzilla, le King Kong versus Godzilla de 1962. En fait, il y a une scène où le Godzilla il marche à côté d'une reproduction du château d'Osaka. Et en fait, à un moment, quand tu regardes le film, en fait, tu vois qu'il y a un moment, il trébuche et il s'écrase sur le château, donc tu vois qu'il le détruit et tout. Donc ça fait une scène cool. Sauf qu'en fait, on sait que c'était une scène ratée. C'était l'acteur dans le costume, il s'est vraiment cassé la gueule et du coup, il s'est écrasé contre la maquette qui aurait sans doute dû être détruite, hein, mais plus tard. Donc c'est marrant qu'il l'ait
ils l'ont gardé, ils l'ont tourné un petit peu à leur avantage parce que je pense que tu n'avais pas le choix en fait. Ils pouvaient pas, c'était un tel budget de refaire. Le château est magnifiquement fait d'ailleurs, donc c'était quelque chose qu'on pouvait pas refaire quelque ça voulait dire c'était un mois de retard sur le tournage. Financièrement, c'est impossible. Alors, on va continuer à avancer un petit peu. Du coup, on va parler d'une thématique dont on a déjà parlé plusieurs fois, un petit peu en filigrane aussi, quand on a fait cette introduction. C'est le kaiju, c'est une arme, le kaiju, c'est dangereux, le kaiju, c'est une métaphore. Et effectivement, c'est un aspect, je pense, qui est intéressant à développer. Alors, qui voudrait se lancer pour commencer à parler de ça? John? Well, I guess since I brought it up, I will. One of the reasons that the 1954 version of Godzilla, the original vision, is actually continues to be affecting is because it is a representation of Japan trying to deal with the legacy of the atomic bomb and what that meant for the country and what it meant for them. And on a very surface level, it's very clear what the kaiju means in that particular case. Here's this thing over which they had absolutely no control that has come into the place where people work, the place where people live, the place where they do every single aspect of their life, and without thought and without any consideration to what happens to all the people involved, just goes in and destroys it. And it's very interesting to see, in particular, how the kaiju in Japan handled this, while at the same time in the United States, we had nuclear monsters called in the movie called Them, where we had those huge ants, and then they had the giant grasshoppers and all of that sort of stuff. And the scale of what that meant was incredibly different. The them is like, oh, they could destroy all of civilization, but they don't. Whereas Godzilla just plows right through, and that is a huge difference, both in terms of cinematically and also just in terms of worldview between the Japanese and the Americans about a very specific topic. At that time. So for me, just the fact that it's inescapable that is there, and we see again and again and again, particularly in the Japanese versions of Godzilla, that it represents a set of anxieties that the Japanese people have all the way through, up to and including Godzilla -1, which is not specifically the same set of anxieties that were present for Godzilla in 1954, but are still there. And it's been fascinating to watch the development of Godzilla in particular and what he or it represents over the course of time. Effectivement, on a eu en 54, on a vraiment la catastrophe nucléaire, on a eu -1, on a la peluche sur la table de Hedorah, donc je tiens quand même à le mentionner, qui est juste ici. Donc Hedorah, qui est la représentation de la pollution. Il est né à cause de la pollution humaine. Ouais, Godzilla versus Hedorah, donc sorti en 1971, et qui est un film qui, alors bien sûr, on est dans une période où on n'a pas oublié le nucléaire, mais entre guillemets, il fait partie un peu de la vie des Japonais, et surtout viennent se rajouter de nouvelles thématiques qui sont donc d'un point de vue écologique, puisque Hedorah, on nous explique au début que c'est une toute petite créature qui vient de l'espace, qui s'écrase sur Terre et qui en fait arrive à se développer et devenir un kaiju, un monstre géant grâce à la pollution humaine, ou à cause, selon le point de vue. Et le film est hyper radical dans son message sur le fait que ça peut sembler classique maintenant, mais que c'est finalement la véritable menace, c'est pas le kaiju, c'est vraiment l'humain dans ce qu'il fait, dans ses conséquences. Et le Hedorah, c'est une façon très imagée et parfois très radicale, très violente. Mine de rien, le film arrive dans une période où Godzilla c'était un petit peu assagi, et là on est revenu dans un film où le monstre qu'il affronte, il est terrifiant, et on voit des morts assez graphiques à l'écran, et donc du coup Hedorah représente cette pollution, représente cette menace un peu latente posée par l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, genre à la fin du film,
on a battu Hedorah, c'est ce qu'on pense. Vite fait. Voilà, donc c'est ce qu'on pense, mais sauf qu'à la toute fin du film, en fait, il y a une sorte de scène post-générique, si je puis dire, où en fait, on nous fait comprendre qu'Hedorah, il est peut-être pas tout à fait mort, mais que ça va aussi dépendre de nous, de ce qu'on va faire plus tard en termes d'écologie. C'est-à-dire que si, en gros, le message, c'est que si on ne fait rien, symboliquement, Hedorah, il reviendra toujours. Et ce qui est intéressant, effectivement, le message, le sens du kaiju a évolué au fil des années. Et avec les années 80 et 90, on a vu la société japonaise se droitiser de plus en plus, voire s'extrême droitiser. Et il y a un film qui est symptomatique, qui est Godzilla contre King Ghidorah en 1991, qui est un film purement et simplement révisionniste, où on présente, il y a des espèces d'extraterrestres, les futuriens, qui arrivent, mais on découvre qu'en fait, ces extraterrestres sont des Américains qui viennent du futur et qui veulent empêcher les Japonais, John, your fault again, qui veulent empêcher les Japonais de mener... la Seconde Guerre mondiale n'était pas du tout une guerre d'invasion, mais était une guerre de libération, selon les Japonais. Et en fait, les Américains sont très méchants, ils veulent empêcher les Japonais d'envahir tout le reste de l'Asie. C'est un film qui est complètement hallucinant, qui est très 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 gênant, et c'est une thématique qu'on va retrouver aussi dans Shin Godzilla, qui est un film qui arrive après Fukushima, donc on pouvait s'attendre à un discours anti-nucléaire, quelque chose d'écologique, et en fait on se retrouve face à un film qui est nationaliste, affreusement militariste, et qui s'oppose en plus à la démocratie. Donc là ça commence à faire beaucoup. Non. On parle beaucoup de Godzilla, hein, mais il n'y a pas que Godzilla. Je veux dire, de manière générale, dans les films de kaiju, on retrouve assez souvent un propos assez politique qu'on va avoir. Et on peut des fois avoir des kaiju qui sont le résultat de tentatives humaines de créer des armes. Typiquement dans Gamera, c'est ce qui se passe avec pratiquement l'ensemble des monstres en fait, de Gamera, ouais. Qui sont tous des monstres qui ont été créés par par les gens de l'Atlantide qui a coulé ensuite, bon voilà la légende, tout ça, mais du coup ils ont créé des monstres pour réussir à se protéger. Et on a aussi ce côté en mode voilà, les kaijus sont presque en fait nos propres créations. Oui, il y a toujours une espèce d'affaire, un effet un peu miroir sur nous, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a créé. Effectivement, il y a pas mal de kaiju qui sont un petit peu dans cette optique-là. De toute façon on l'a déjà vu un peu avec Hedorah. Gamera, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que Gamera, donc c'est la tortue géante qui elle en fait est un petit peu plus je dirais dans une approche fantastique que purement science-fiction. Par exemple dans la saga donc des années 90, effectivement nous apprenons que Gamera c'est une espèce de créature qui est liée à l'Atlantide, et que ce qu'il affronte ce sont aussi des créatures qui auraient été créées durant cette période-là, donc créées par l'humain. Et comment dire, je perds un peu mon fil, excuse-moi. Mais c'est pas évident, mais quelqu'un veut reprendre. Non, mais du coup, on a vraiment, de manière assez générale, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment ces peurs humaines qui sont mises en avant, justement, par les monstres de kaiju. C'est-à-dire que les kaiju, ils sont toujours là pour faire passer un message, pour faire passer une métaphore, pour faire passer une peur. Alors, après, on dit ça, il y a plein de films, c'est Kaiju X contre Kaiju Y. Alors, le message, des fois, il est un peu diffus. Mais on a toujours quelque chose. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire la transition avec le thème suivant. C'est que souvent, ce qu'on va avoir dans les films Kaiju X contre Kaiju Y, c'est que on va avoir le Kaiju X qui va être souvent le Kaiju qui va donner son nom au film, donc Godzilla versus quelque chose ou Gamera versus quelque chose, qui sont des Kaiju, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure, mais qui vont former un lien un peu spécifique avec l'humanité, avec soit une personne bien spécifique, souvent un enfant, souvent une femme, et ça va potentiellement leur dire oui, je vais protéger l'humanité, il y a encore quelque chose à sauver. Écoute, là oui, effectivement, parce que en fait quelque chose qui a évolué avec le kaiju, c'est qu'effectivement donc on a notre Godzilla de 54, donc c'est la peur du nucléaire, c'est quelque chose qui est très qui est encore très frais dans le subconscient japonais. Et après un petit peu dans les années 60, quand ça se tasse un petit peu, on a du coup un kaiju qui est un petit peu plus léger dans l'approche,
qui va commencer à viser de plus en plus les enfants, que ce soit Godzilla même ou même d'autres, genre Gamera qui rejoint, on va dire, le Fight Club des kaiju en 65. En fait, très rapidement dans les films qui vont suivre dans les années 60, ça va être effectivement donc Gamera versus quelque chose, et il y aura toujours souvent des enfants dans les parages, parce que on est à l'ère de la télévision qui se développe. Il commence à y avoir les programmes jeunesse qui commencent un petit peu à prendre le dessus sur le cinéma, notamment des séries de super-héros comme Ultraman, qui est Ultraman, c'est un super-héros qui devient géant et qui affronte des kaiju. Donc il y a un peu cette idée d'amener le kaiju à la télévision, et surtout d'amener un héros qui est capable de l'affronter à la même échelle. Donc du coup, on essaye de remettre un petit peu en avant le kaiju au cinéma, enfin de garder les spectateurs. Donc on se dit, qu'est-ce qui marche? C'est des trucs avec des enfants. Donc du coup, d'un point de vue scénario, on va commencer à inclure de plus en plus d'enfants, de plus en plus de liens en fait entre le kaiju et l'enfant, ou en tout cas un groupe de personnes, parfois effectivement des personnages féminins. Il y a une espèce de distinction où souvent les personnages masculins, ça va être des militaires, ça va être des scientifiques, ça va être des gens qui vont être pas tout à fait pour le kaiju en question, alors que les autres vont plutôt lui dire non mais attendez, en fait le kaiju il est quand même plus sympa qu'il en a l'air, enfin peut-être qu'on pourrait l'aider dans son combat contre un Cérénon d'un autre kaiju en face. The other aspect about it is from a movie point of view. So you have the original Godzilla. Godzilla is unknowable. Godzilla is something you can't understand. Godzilla is this unstoppable force. It is an object of terror and confusion, and all you can do is either get out of its way or die, right? The problem happens when you start making sequels. And you can no longer just have it continue to be that unstoppable force all the time. It starts to you need to develop a personality for it. It's what I call I actually just recently wrote an article about this, the protagonization of Godzilla in particular, but a lot of kaiju anyway, where they do all of a sudden go from, I'm going to destroy Tokyo and you don't know why, to I hang out in Monster Island until you need me, and then I'm going to come out and I'm going to slap around another kaiju and I'm going to go back to my retirement home. And one of the reasons why kaiju movies reset so often, why you have so many versions of, now we're going back to zero, particularly with Godzilla, is there's only so far you can take that protagonization. We're seeing that in the American version of Godzilla as well, the most recent one, Godzilla versus Kong the New Kingdom, where they're just like, we're gonna set him against somebody else, and he's going to crush him. And the problem is it I don't want to say it infantilizes Godzilla or the kaiju, but it does materially change the relationship that they have with humans. It's like the longer you keep a kaiju around, the nicer it's going to get. It's not just them. It happened to Darth Vader too, right? You know, at the very end, you've saved me. You know, it's like, you're still a genocidal monster, but, you know. So as far as it goes, this is a continual problem that we have with kaiju. Effectivement, un des points, c'est qu'il y a de plus en plus de monstres, mais il y a aussi quelque chose qui est très... John parlait d'infantilisation. En fait, ce que les producteurs et les réalisateurs ne s'attendaient pas avec le Godzilla original, c'était que c'était un film qui était destiné à un public adulte. Même d'ailleurs, dans certains pays à l'étranger, il a été interdit au moins de 18 ans. Mais ils se rendent compte qu'il y a des enfants qui vont voir le film et que les enfants adorent ça. Normal, on voit un monstre géant qui détruit tout, c'est super jouissif quand on a 8, 9, 10 ans, même si le film fait peur quand même à l'époque. Et les enfants, ils ont une réaction assez simple. On a souvent ces discussions quand on est petit, et qui c'est de Captain America et de Hulk, qui c'est le plus fort? Et en fait, donc, il va y avoir un petit peu cette logique qui va se mettre en place dans les Godzilla, c'est qu'on va mettre de plus en plus de monstres et dire, mais attends, qui c'est le plus fort? C'est King Ghidorah? Ah non, je pense que c'est Mothra. Donc il y a cette démarche qui a conduit à un caractère de plus en plus enfantin durant les années 60 et 70. Et après, avant qu'on revienne à une dynamique plus adulte. Mais c'est vrai qu'à la base, la production ne s'attendait pas du tout à ce que les enfants commencent à joindre le wagon du Kaiju-Ega, quoi. Oui, ils ont très vite rebondi, se sont très vite adaptés, voire même au point, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un film qui s'appelle Le Fils de Godzilla, où, comme son nom l'indique, déjà on essayait d'attirer les enfants vers Godzilla, et du coup on va faire
en sorte que Godzilla il ait un fils. Alors c'est pas son fils direct, si genre on est sur une île, il y a des expériences scientifiques et tout, il y a un œuf qui pop comme ça un peu de nulle part et dedans c'est un mini Godzilla, il s'appelle Minia et qu'on voit à l'écran effectivement voilà avec l'enfant où du coup le Godzilla il arrive sur l'île parce qu'il est attiré par les monstres et tout et passe sans trop le vouloir, de manière un peu voilà comme ça il devient, il y a un rapport parent-enfant entre les deux où du coup littéralement le Godzilla il commence à avoir presque des mimiques un peu humaines dans sa façon de gérer son fils de manière un peu radicale, genre c'est limite à moitié il lui donne des claques pour dire tu y arrives pas, allez donc il essaye de le Minia il essaye de faire son propre souffle atomique, alors il n'y arrive pas du tout et il voit que son père l'engueule à moitié puis après il va affronter d'autres monstres et son Godzilla il est à moitié en train de lui dire symboliquement débrouille-toi tout seul, c'est comme ça que tu vas devenir un homme mon fils, un grand kaiju en tout cas. Donc il y a vraiment dans les années 60 il y a un shift qui se fait sur Godzilla, sur Gamera, mais sur plein d'autres kaiju sur une certaine légèreté, même si des fois on va aborder certains thèmes, la science-fiction, le spatial, comme ça, mais on va le côté vraiment la noirceur de Godzilla de 54, on va pas la retrouver tout de suite. Puis il y a un point très intéressant aussi de faire venir des enfants en salle, c'est le merchandising qu'on peut faire derrière. Parce que du coup, il y a tous les jouets qu'on peut faire à partir de kaiju. Voilà, on les a. Je vois pas de quoi tu parles. Mais vraiment, toi, t'achètes ton fils, il veut papa, moi je veux avoir Godzilla. Ton pote, il fait papa, moi je veux avoir King Ghidorah. Puis à la récré, ils se battent avec leurs jouets. Puis pouf, ça fait vendre des jouets. Oui. Le premier impact en fait du kaiju Ega, il se fait pas ressentir tout de suite dans le cinéma, il se fait ressentir dans le monde des mangas. Tout de suite après la sortie de Godzilla, je crois qu'il va y avoir 6 ou 8 adaptations de Godzilla en manga. Et petit à petit, il va y avoir les maquettes qui vont arriver, il va y avoir les jouets, et effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché phénoménal dont il fallait profiter. Et la Toho en profite très très bien. Et vous pouvez en voir tout plein juste derrière. Oui, déjà, oui. Oui, de toute façon, et en plus, juste aussi pour rappeler que vraiment, je pense que vraiment le moment aussi pivot, c'est vraiment le versus Kong, où lui, il a vraiment été pensé comme une comédie, il a été pensé tout de suite comme en plus d'avoir une espèce de message sur justement un peu paradoxal sur le merchandising, sur la façon de promouvoir de grandes créatures. Là, on est vraiment dans un truc complètement comédie presque burlesque. Dans l'univers des kaiju, loin de ce qu'il y avait en 54 et en même temps c'est aussi ça qui a plu, c'est qu'il y a ce côté déjà quand les kaiju s'affrontent on est beaucoup dans du catch. Le catch c'est un truc qui marchait bien à la télévision à cette époque là, donc forcément les enfants ils aimaient ça et donc du coup voilà ça a enchaîné, c'est ça qui a donné un peu l'étincelle pour faire cette transformation du Godzilla. Après le lien entre les kaiju et l'humanité, c'est aussi, John, quelque chose qui est très présent dans votre livre, avec la Société protectrice des kaijus, justement, qui est là pour étudier les kaijus, avec après des gens qui vont essayer de les voler, il va se passer tout un tas d'énigmes, mais c'est vraiment le cœur, ce lien-là que l'humanité fait avec les kaijus, alors plus dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas trop de lien entre kaiju et humanité, c'est plus entre humanité et kaijus, mais c'est un lien très important et très fort qui est vraiment le cœur de votre livre. Yeah, it is. But the thing for me that I tried to do with that is our basic understanding of kaiju has been the kaiju come to our world and try to interface with it, usually disastrously. So what happens when we flip the script and it's us who try to go over to them? And I don't know if you know this, it's a spoiler alert, people are terrible. So when we discover, for example, that they have evolved the ability to create nuclear power within their own bodies, then immediately someone's like, well, I can obviously exploit that, and so on and so forth. So in many ways, it's the reversal. Who is the overt threat here? The overt threat is not the kaiju, who on the kaiju planet are just living their lives and doing whatever it is that kaiju do. But it's the humans going, you don't just exist to exist, you exist because you are a resource for us, and we're going to exploit you. And that is a kind of a very different reversal, but not so different, because we also see it in things like
Jurassic Park, where once again, and a lot of other movies, the Alien movies, where again, here is this fearsome creature you absolutely 100% cannot control, and then somebody is like, but what if we could? And then, of course, everybody dies. So for me, it's fun to look at that because it makes the point that humans in many ways are not better, and in some ways because of our native intelligence, actually worse than many of these creatures, because we go out of our way to be exploitative as opposed to them who are just trying to live their lives. Oui, parce que c'est effectivement, je pense que c'est intéressant aussi de mentionner cet essai de point d'équilibre que souvent on peut essayer de retrouver, alors beaucoup plus dans les films VS, où on va vraiment avoir à la fin un statu quo qu'on va retrouver en mode il faut pas que l'humanité soit trop détruite non plus, parce que si l'humanité est complètement détruite, difficile de faire un film derrière. Mais du coup, il faut que le kaiju soit suffisamment dangereux sans pour autant que à la fin il n'y ait plus d'humains. Oui. On retrouve bien ce thème dans le Gamera 3 qui était diffusé hier soir d'ailleurs, où à la base le tout premier Gamera c'était Gamera gardien de l'univers, et là c'est Gamera absolute guardian of the universe, donc il y a ce côté protecteur, ce lien avec l'humanité finalement. Et avec la dernière série Gamera, c'est vrai qu'il y a un aspect presque métaphysique. En fait, on voit ce lien qui est indissociable entre humanité et kaiju. Moi j'avais juste un petit exemple justement qui irait dans ce côté cohabitation entre l'humanité et le kaiju. Alors c'est un film que je pense que pas grand monde ici aura vu, peut-être que John l'aura vu, mais c'est le film Daigoro versus Goliath, qui est donc un film de kaiju fait par le studio Tsuburaya, donc c'est le studio qui a fait Ultraman et qui fait un de ses premiers films de kaiju, finalement assez rare dans leur production. Alors c'est un film qui est très léger, qui est très pour les enfants, qui est pas en soi en plus extraordinaire d'un point de vue cinématographique, mais qui a ce côté un petit peu intéressant où c'est au tout début on nous explique qu'on a tué l'humanité, l'armée japonaise, tout ça a tué un kaiju, mais ce kaiju avait un enfant en fait avec lui. Donc il y a une poignée d'humains en fait qui veulent récupérer ce kaiju et qui veulent l'élever. Ils disent non, c'est une créature, on n'a pas envie de l'éliminer parce que ça pourrait être une menace. On s'est dit on pourrait faire quelque chose si on arrive à l'élever. Donc notre Daigoro, il grandit, il devient de plus en plus grand, il devient quand même une taille de kaiju. Et le problème, en plus, qui se pose avec un petit peu d'humour, c'est que dans l'espèce de petite ville où il se trouve, il y a d'un côté il y a des gens qui veulent le nourrir, mais ça demande des quantités faramineuses de nourriture pour pouvoir se faire. Et il y a une autre partie de la ville qui sont un petit peu en mode kaiju, ça consomme beaucoup de ressources, ça commence à nous coûter cher, on va pas s'en sortir. Donc il commence à y avoir un peu des manifestations, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre le kaiju. Puis après dans le déroulé de l'histoire, il y a un autre kaiju qui va débarquer, donc ça va être un petit peu ce Daigoro, ce gentil kaiju qui doit faire aussi un petit peu sa preuve par rapport à ceux qui l'entourent, ceux qui l'aident et ceux qui sont un petit peu contre lui. Il va leur montrer un petit peu sa valeur face à ce kaiju. Et puis alerte spoiler, à la fin il se débarrasse de l'autre kaiju en l'envoyant dans l'espace, pour une longue histoire. Mais en tout cas moi j'avais envie de citer un petit peu ce film là parce que même s'il n'est pas extraordinaire, il montre avec une certaine légèreté comment ça marche la cohabitation avec les kaiju. Et on verra d'ailleurs on a prévu un petit gif qui servira de transition, mais on va dire que dans le film ils ont pensé à beaucoup d'aspects sur s'occuper d'un kaiju un petit peu comme si c'était un animal de compagnie. C'est un peu Tamagotchi, The Movie, The Kaiju. Ouais, c'est pas ça. Alors, si on continue, je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu au fur et à mesure, mais ça vaut le coup de revenir un peu sur qu'est-ce qu'on a pu avoir comme évolution depuis du coup le premier Godzilla. Alors on pourrait même un peu extrême et dire depuis le premier King Kong, puisque le film de King Kong est potentiellement le premier film de kaiju, parce que du coup il y a eu Godzilla, il y a Gamera, mais au Japon tout le monde à un moment ou à un autre a tenté de se dire moi je vais faire mon film de kaiju. Ouais. Sure, they make money. I mean that's the continual existence of the kaiju is simply because, in many ways, is because of the economics. You can do quite a lot within the genre of kaiju films, but you have to make money. And I think that in many ways it became a cultural touchstone in Japan.
the relationship with kaiju movies and Japan is much stronger than almost any other genre that you might have anywhere else, with the possible exception of Westerns and the United States. I can't think of a different genre of film that is so closely identified with a country than kaiju films with Japan, even when other countries make them. C'est vrai que par exemple le Shambara, qui est un style, le film de sabre japonais, qui a été popularisé notamment par les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, finalement il n'a pas eu un grand impact international. Mais le Shambara, et c'était un petit peu l'idée derrière l'exposition, il s'est vraiment exporté partout. Et l'idée, c'était de montrer des affiches qui venaient notamment de l'ancien bloc soviétique. Il faut savoir que tous les kaiju Ega sont sortis en Yougoslavie, en Albanie, en Roumanie, en URSS, et souvent dans des versions non troquées, parce que notamment aux États-Unis, ils avaient des versions coupées. Nous, on récupérait les versions américaines qui étaient coupées. Et derrière le bloc soviétique, eux, ils avaient des versions qui étaient entières et en VO sous-titrées. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais effectivement, tout ça pour dire que les films se vendaient très bien internationalement. Après, aussi, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré tout, en fait, le kaiju va rester donc extrêmement ancré dans la culture japonaise. Mais il y a quand même eu des périodes un petit peu de vide en termes de production cinématographique. Du kaiju, parce qu'il y a la télévision qui prend de plus en plus de parts de marché, il y a les séries de super-héros, on va retrouver des kaiju dedans, mais c'est pas l'axe principal, donc il y a ça qui attire un peu plus les gens que de voir des films de kaiju au cinéma, et ce qui fait qu'il va y avoir des périodes un petit peu de vide. Par exemple, donc on a eu les Godzilla, il y a eu un petit regain d'intérêt dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Après il y a eu un Godzilla Final Wars qui est sorti en 2004, qui était là pour fêter si j'ai compté, les 50 ans donc de Godzilla. Mais ce film, qui était un gros film anniversaire, presque tous les kaiju qu'a affronté Godzilla, ils reviennent dans le film et tout, c'est génial. Sauf que le film a fait un bide monumental. Vraiment, il n'a pas du tout marché, et puis c'est quasiment pas exporté. Enfin, genre en France, il y a eu en France, on a eu je crois une diffusion un peu unique, séance spéciale à Paris, mais il y a rien eu. Enfin, c'est vraiment, ça a été une douche froide pour tout le monde. Et après ça, en fait, le film de kaiju est un peu rentré dans une ère un peu de stase. Voilà, il s'est pas replié sur lui-même, mais il y a eu beaucoup moins de films de kaiju. Ils étaient peut-être moins confiants. Alors après, on peut interpréter de plusieurs façons. Est-ce qu'il y a peut-être que le cinéma occidental, notamment, surtout américain, avec leur cinéma de blockbuster, est-ce que ça a pas mis aussi un petit coup dans le système de production japonais? C'est-à-dire que les Japonais, ils voyaient de plus en plus de films américains avec de l'imagerie de synthèse de très bonne qualité. Je pense par exemple au King Kong de Peter Jackson de 2005, qui est absolument incroyable visuellement, même encore aujourd'hui. Donc il y a peut-être que les Japonais ont ressenti peut-être une certaine lassitude avec le genre, avec cette technique du costume et tout. Donc il y a une période un peu à vide, où il y a eu quelques films de kaiju, mais c'était plus des films... En fait, on rentrait dans une période un peu parodique. Il y a une période où on se moquait peut-être parfois même un peu des codes. Il y a quelques films sortis fin des années 2000 qui parodient le kaiju en faisant un truc volontairement très grotesque, très... presque un peu mal fait volontairement. Donc ça a évolué, ça continue d'évoluer. Il y a eu donc un retour avec Shin Godzilla, mais il y a quand même eu une petite période de vide. Et là, je pense que le genre est en train de se réinventer. Ça tombe bien que tu parles du blockbuster américain, parce que ça fait une transition parfaite pour cette dernière partie, qui est justement l'influence du kaiju sur toute la production qui n'est pas japonaise. Et on a eu des films américains, et j'ai découvert ça, Julien, avec ton exposition, ce poster incroyable d'Ultraman avec Saruman, la figure héroïque thaïlandaise, qui était assez incroyable. On a John qui a écrit tout simplement son bouquin, que je sache, tu n'es pas japonais. Donc on a vraiment maintenant le kaiju qui va vraiment s'exporter de plus en plus. Yes, it's absolutely exportable. Who doesn't love giant monsters? And it is absolutely true that particularly in the United States, there's been a renaissance of monster movies in many ways. It goes back to Cloverfield, which came out, I think, in like 2010 or 2011. And that was an interesting movie because, in addition to everything else, many people found it extremely difficult to watch in the United States because it reminded them
of what happened after 9/11. There's just that sort of cultural connection to it. That said, the United States has never once been afraid to steal from other places and just take everything. The fact that there was the 1999 version of Godzilla, which everybody universally was like, for. But then again with the 2014 edition with Gareth Edwards, which was substantially better. Pacific Rim, which is absolutely one of my favorite kaiju movies because it is just such a fever dream of robots versus kaiju. It's fantastic. So there's absolutely been a straight ahead stream of monster movies, and you absolutely cannot say that they came out of nowhere. Not only do they very clearly come from Japan, but in many ways, the newest versions of these things actively embrace the heritage of kaiju, that they want to be part of it, not merely a response to it. C'est vrai que le kaiju, maintenant, on s'en rend moins compte en France. C'est vrai que le phénomène est aux États-Unis et ancré. C'est presque une figure de la culture populaire américaine depuis les années 70 au moins. En France, le phénomène a mis beaucoup plus de temps pour arriver. Le Godzilla original, quand il est sorti en 59, ça a été un très gros succès. Mais par la suite, les films n'ont pas toujours rencontré de gros succès et on n'a pas eu ce phénomène d'engouement populaire aussi large qu'aux États-Unis ou aussi en Italie ou en Allemagne où il y a vraiment un très grand nombre de fans. Mais en termes d'influence, le Godzilla original va influencer des films dans le reste de l'Asie qui vont copier le principe de la suite motion, donc c'est-à-dire d'acteurs portant un costume évoluant dans des décors. Mais il va y avoir Gorgo aussi en Angleterre, il va y avoir Reptilicus en Suède, il va y avoir Mighty Pekin Man à Hong Kong, il va y en avoir en Inde, il va y en avoir en Philippines, donc il va y avoir des enfants, il va y avoir des enfants un petit peu partout. Et qui après vont aussi passer dans d'autres médiums, les romans, effectivement celui de John entre autres, les mangas, les comics, les shows radio aussi. C'est-à-dire que le kaiju Ega, à la base qui est un style cinématographique, a envahi maintenant tous les médiums possibles et imaginables, et ça de manière internationale. Et nous on le découvre en France, on va le dire, on le découvre vraiment depuis une dizaine d'années. C'est vrai que c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Là, pour le coup, alors moi, en soi, j'ai pas d'aversion envers lui, mais effectivement, je pense que le Monsterverse a quand même aidé à réellement remettre sur le devant de la scène la thématique, parce que déjà, faut savoir que le Monsterverse, il a été fait. En fait, c'est surtout le Yoshimitsu Banno, qui est le réalisateur du Godzilla vs Hedorah, qui faisait partie de la production. C'est lui qui a permis aux Américains de retenter des Godzilla américains après l'échec de celui de 98. Et ça a permis, mine de rien, de relancer un petit peu la chose. Et effectivement, on se rend compte de plus en plus que, certes, le monstre géant, on pourrait l'interpréter de plein de façons différentes, mais quand on y regarde maintenant, avec les nouvelles générations d'auteurs, de réalisateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en fait, d'une façon ou d'une autre, on a tous grandi avec Godzilla, on a tous grandi avec ce type de production. En fait, c'est quasiment que des héritiers des héritiers des productions japonaises. C'est-à-dire vraiment, effectivement, maintenant tu vois des films de monstres géants autres que le Monsterverse américain. Je pense par exemple à Colossal, qui est un film sorti en 2019, dans ces eaux-là, où c'est un film où en fait il y a une femme qui se retrouve, en fait on sait pas trop comment, qui se retrouve connectée à un monstre géant, qui se balade dans la ville et tout. Et en fait le truc c'est que ce soit dans le design, dans le concept et tout. Enfin c'est clairement quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui a grandi avec cet imaginaire-là. C'est clairement maintenant le kaiju. Même s'il y a moins de films de kaiju au Japon qu'à une certaine époque, l'âge d'or est passé, c'est vrai. Mais clairement aujourd'hui, cette culture du kaiju, cette imagerie, elle est là, elle est présente, elle marque forcément le public japonais, ça qui ne le lâche pas. Et on le voit dans tous leurs mangas. Là, et depuis 10-15 ans, il y a de plus en plus de mangas qui piochent un petit peu dans les codes du kaiju, qu'on ne sait pas directement du kaiju. Mais en plus de ça, en Occident, en vrai, on est énormément influencé par ça. Et
le kaiju est inévitable au-delà de rien que sa taille en fait. Même symboliquement, il est juste inévitable. Et c'est tant mieux. Et John parlait de Cloverfield. C'est vrai que l'idée à la base de Cloverfield, le réalisateur s'est dit attendez, les Japonais ont Godzilla, il faudrait qu'on ait notre propre kaiju national. Et c'est pour ça qu'il a fait, lui, Cloverfield, il avait vraiment cette idée d'essayer de créer un monstre géant qui va devenir emblématique du kaiju Ega américain, entre guillemets. Yeah. No, and the other thing I think is it's been interesting to see how the concept of the kaiju, just this very large creature, has penetrated into other places. I was thinking about the Scandinavian film, and I can't remember which Scandinavian country. It was just called Trolls, where the trolls are, 80 meters high, and they're, stomping around the countryside. These are absolutely 100% kaiju and have no real relationship to what the traditional Scandinavian idea of a troll is, but people are like, what if we made them big and stompy? So even when it is not a direct reference to a kaiju per se, the influence of the dynamics of that relationship with the kaiju relationship with humanity comes through over and over and over again. Effectivement, oui, pour ce film justement, j'y pensais et que c'est un film que j'ai pas vu, mais rien que dans la bande-annonce, on voit que c'est un Godzilla déguisé. C'est les cadrages, voilà, la façon dont la description est faite. C'est 100% du code japonais qui a été repris, inspiré, digéré de très bonne façon. Enfin, ça a l'air vraiment bien comme film et effectivement, c'est un bon exemple européen en tout cas d'inspiration kaiju. Alors, il nous reste maintenant exactement 9 minutes, donc on va pouvoir passer aux questions avec ce. Voici Daigoro. Voilà, c'est ça, c'est Daigoro. Pour le gérer, on lui a fait des toilettes à sa taille. Et il est content. Donc je ne sais pas s'il y a un micro qui peut être passé dans la salle. Donc, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous amener le micro. Merci pour la conférence. Je me demandais, avant les kaiju, ça nous faisait peur. Et maintenant, on prend un certain plaisir à les voir détruire les choses. Et avec l'arrivée dans les mœurs de l'antispécisme, du fait qu'on voit les kaiju aussi comme des animaux qui ont le droit de vivre, comme dans la société protectrice des kaiju, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle notion de comment on voit les kaiju est-ce qu'on les aimerait pas et est-ce qu'on n'aime pas les voir détruire des sociétés qui ne fonctionnent plus? I mean, you are, apparently. I mean, the pleasure of destruction has always been an aspect of it as well. I mean, whether or not it is the pleasure of the terror of it, or whether it is go after Tokyo, I hate Tokyo, really is neither here nor there. For me, the aspect of it is that it just kind of comes over and over and over again, is that we see, quite frankly, something that we have no control over, that we have no ability to influence one way or the other, or we try to when they are protagonized and they, decide that they are going to defend us. But the idea that there's just this thing that can just knock anything else out appeals to us both in our own power fantasies and our own fantasies of lack of control. Je vais apporter ma réponse aussi. C'est intéressant, c'est que ça arrive souvent. C'est un débat qui revient souvent en vrai dans les films de kaiju sur quand un kaiju apparaît, est-ce qu'il faut le détruire ou pas. Et assez souvent, ce qui va se passer, c'est que si le nom du kaiju c'est le premier élément du titre, la conclusion ça va être il faut le garder. Si le nom du kaiju il est après le VS, la conclusion ça va souvent être oula il est dangereux, il faut le détruire. Oui, c'est vrai en plus, mine de rien. Mais oui, en vrai, de toute façon, c'est déjà une thématique, je pense, qui a déjà été exploitée plusieurs fois. Il y a des kaiju comme Mothra qui sont des forces de la nature et il y a ce côté, effectivement, on va pas forcément la détruire, mais on va aussi la respecter parce que c'est une force destructrice et elle représente la nature et on doit la respecter mais je pense aussi que c'est une thématique qui à mon avis va je pense revenir de plus en plus et qui de toute façon le kaiju se réinvente constamment et je pense qu'il y a moyen d'exploiter un peu plus cette branche là.
Juste, oui, en fait, c'était dès 1954, cette notion de faut-il détruire Godzilla est déjà présente, parce qu'il y a le scientifique qui dit mais tout ce que vous voulez faire, c'est le détruire, alors qu'on devrait l'étudier. Pourquoi toujours chercher à détruire? Donc c'est déjà là, dès le départ, en fait, cette thématique. Une autre question, il me semblait qu'il y avait il y a la jeune femme ici au deuxième rang. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Je risque de tomber peut-être à côté, mais on associe souvent les kaijus à des reptiles géants. On a parlé de Jurassic Park. Dans Pacific Rim, on a effectivement des reptiles géants qui sont un peu plus originales que Godzilla, mais qui sont présents un peu sous cette forme-là. Et moi, j'avais une question qui portait sur... moi, j'associe un petit peu des kaijus avec des dragons. Est-ce que finalement, les kaijus sont une prolongation des dragons? Est-ce que finalement, il y a un lien entre les deux, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent? Alors, plus que les dragons, moi je dirais, c'est les animaux préhistoriques, les dinosaures tout simplement, qui sont une inspiration directement sur le Godzilla de 54. Ils se sont inspirés de plusieurs designs de moules de dinosaures existants pour créer Godzilla. Et c'est quelque chose qui va revenir effectivement de film en film. Il y a toujours ce personnage, cette créature mythique qui existe là depuis des millions d'années. Et donc ça nous renvoie tout de suite à la préhistoire et aux dinosaures. Ouais, moi je rajouterais que effectivement c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a, je sais pas, peut-être quelque chose de fascinant dans justement cette inspiration de dinosaures, donc des animaux qu'on n'a pas connus malheureusement, ou des dragons, ces animaux mythologiques, parce que dans le bestiaire rien que de Godzilla, on retrouve King Ghidorah qui est un dragon à 3 têtes. Dans la mythologie, aussi la mythologie japonaise, il y a Orochi, qui est un dragon à 8 têtes qu'on retrouve dans certains films tokusatsu. On va le voir vite fait sur un des gifs. Voilà, là ça c'est Orochi dans un film qui s'appelle Yamato Takeru, un film de 94 tout à fait sympathique, un film de fantasy avec du monstre géant. C'est un monstre gigantesque. Tout ça. Il y a quelque chose qui je pense peut-être dans le design facilite peut-être les choses, parce que oui, il y a Gamera la tortue. Bon c'est famille proche. Donc non, c'est tout à fait, c'est une remarque tout à fait pertinente, et je pense qu'il y a clairement des liens qui sont faits. Not only that, but I think one of the things is that reptiles have a remove from humanity in a way that, for example, King Kong does not. King Kong is an ape. It's a mammal. It is something that we know is related to us. And so while you can have fear and apprehension about King Kong, it's not the same sort of visceral shock that you are going to get from something that looks like a reptile, or the entire branch of kaiju that are just basically giant insects, because insects freak people out. So I think there's something to be said about the horror fascination and disgust that we have for the animals that are not exactly like us. So that's why. On va prendre une autre question. Il nous reste 2 minutes. Yeah. Oui. Déjà, merci pour cette conférence. Et du coup, j'avais une question qui complète un peu celle de la femme tout à l'heure. Est-ce que finalement, le chaînon manquant entre les dragons et les kaiju, on ne pourrait pas parler de la religion aussi un peu? Ou par exemple, dans la mythologie arabe, il y a le Bahamut. Et pareil, dans la Bible, il y a le Behemoth. Et déjà là, il y a un lien qui peut être vu, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de remonter jusque-là pour trouver une origine du kaiju? Il y a des références religieuses dans beaucoup de kaiju. Par exemple, dans Gamera 3, qui était présenté hier, Iris, qui est le monstre ennemi, est sous la protection d'une sorte de famille religieuse. Donc le thème de la religion et de la représentation du monstre comme une sorte de figure divine est quelque chose qui revient régulièrement dans le kaiju Ega. En fait, oui, je dirais aussi que c'est bien une vision assez japonaise du monstre géant, parce que des fois dans certains films américains, ça va être purement des monstres créés, des armes, de quoi ça. Alors que au Japon, des fois, on va assez souvent retrouver un côté un peu mythologique. Avec Gamera,
Dans la trilogie des années 90, on nous dit que c'est lié à l'Atlantide, donc il y a justement ce côté, c'est un monstre millénaire, c'est un monstre du passé, et il y a plein de monstres, la thématique kaiju qui puise là-dedans. Donc oui, ça peut être vu comme une espèce de chaînon manquant. Enfin, la religion inspire beaucoup le genre kaiju. I have nothing to add because we only have 10 seconds left. Voilà, donc effectivement, il nous reste 10 secondes pour finir à l'heure. Donc je remercie de nouveau Marvin Ringard avec son livre Le Guide du Tokusatsu qui sort dans quelques jours aux éditions Inis. John Scalzi, la société protectrice des kaiju, édité chez Ataland, qui va être en dédicace dans quelques secondes maintenant. Et Julien Cévéon, qui a fait le Manouvi sur Godzilla et l'exposition juste ici que je vous invite à regarder. Et donc moi-même de l'association Westamp, car nous avons organisé cette table ronde et on en fait une autre demain matin à 9h15 en espace CIC West sur science-fiction dans le manga. Ouais. Je remercie l'équipe de traducteurs en temps réel. Vous avez fait un super boulot. Merci.